Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comprendre ses partenaires dans la peau d'un banquier avec Sophie. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité tout particulier, même une invitée, parce que c'est la première fois que j'invite sur le podcast quelqu'un qui a été banquier dans sa vie, dans son quotidien, quelqu'un qui a été de l'autre côté de la table des négociations des prêts immobiliers. J'accueille donc Sophie qui va nous partager à la fois son parcours en tant qu'investisseuse, vous allez voir, elle est sur un créneau particulier qui est somme toute très intéressant, et on va également parler de son ancien métier. Elle va nous parler, on va partager ces petits filons, cette logique, parce que je vous le dis toujours, c'est super important quand on négocie avec quelqu'un de comprendre sa logique à lui, parce que, comme dans toute négociation, finalement, le meilleur négociateur, c'est celui qui arrive à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ses enjeux. Salut Sophie, comment ça va? Hello, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis ravie. Eh ben, je suis très contente. Sophie, tu es l'hôte du compte Instagram Agis dans ta vie, Yes. c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et je suis ravie de t'accueillir. Tu vas nous partager ton parcours. On avait participé toutes les deux au calendrier de l'Avent de Katia Finance. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert ton compte. Et je me suis dit, c'est parti. On n'a jamais eu d'ancienne banquière sur le podcast. C'est le moment. Mot magique, ancienne banquière. Voilà. Donc, c'est parti. Bah, déjà, je veux bien on va faire quand même le rituel. Ouais, Si tu veux bien, c'est que moi, j'aime bien comprendre un petit peu le milieu social dans lequel tu as grandi, ouais. ton enfance, pour que les gens, bah voilà, ils t'humanisent et se reconnaissent en toi aussi. Donc, je veux bien que tu nous partages rapidement Ok. dans quel type de famille tu as grandi quand tu étais jeune. Ok. Alors moi, j'ai grandi en Île-de-France, mais limite Normandie, on va dire. Une famille assez traditionnelle, je dirais, avec un papa qui travaille et une maman qui a choisi d'être maman au foyer. Voilà, pour l'époque, ils m'ont eu assez tard parce que j'étais l'espoir d'être un garçon. C'est réussi. Voilà, donc des parents, qui faisaient très attention à leur argent, mais vraiment en termes de philosophie. C'est-à-dire que mon père gagnait, bien sa vie et cetera, mais je me rappelle, tu vois, que ma mère faisait extrêmement ses comptes. Par exemple, elle achetait une baguette de pain, elle le notait dans son petit classeur. Donc il y avait, cette vision en tout cas, d'être assez prudent et être aussi assez raisonnable dans ses dépenses. Donc j'ai grandi quand même en voyant ça, avec des parents propriétaires d'une maison, mais toujours là encore une fois avec une vision prudente, dans le sens où il y avait pas mal de travaux à faire, parce que mon père a créé en fait tout un étage, si tu veux, dans la maison. Donc t'imagines quand même le truc de fou, 15 ans de travaux, tu fais ça tes week-ends, alors que tu es déjà salarié. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que il y a pas très longtemps, il m'a dit, mais si j'avais su, je les aurais fait faire en fait ces travaux. C'est j'ai passé tous mes week-ends pendant 15 ans à faire ça. Je me suis crevée alors que financièrement, j'aurais pu le faire, mais j'ai été trop prudent sur mes finances. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour autant, ils avaient quand même une vision, si tu veux, de l'investissement. Je me rappelle que ma mère avait pris des cours en bourse. Ah ouais, Ouais, tu vois, donc pour c'est l'époque, original, je trouve. ah ouais, avec ses classeurs, et cetera. Elle avait eu des cours et donc elle passait mais 1 heure par jour, quand j'avais une dizaine d'années, à essayer de faire ses graphiques, tu sais? En plus, c'était le début d'internet avec le modem, le truc, sur Graphaté, elle faisait ses trucs. En plus, elle essayait de faire un peu du trading, donc super compliqué. Elle a pas vraiment réussi. Mais voilà, il y avait quand même ce côté, où l'argent était quand même présent dans les sujets un peu quotidiens, c'était pas forcément tabou, mais voilà, assez maîtrisé. On essayait de maîtriser en tout cas le truc. J'adore, et j'imagine elle a été quand même super prudente en bourse et elle a dû pas perdre d'argent, enfin, ou très peu, en tout cas elle a pas dû mettre des grosses sommes, quoi. Ouais, de ce qu'elles m'ont dit, elle en a pas vraiment gagné. Elle en a pas vraiment gagné, on n'a pas vraiment perdu. Au final, ça s'est un peu équilibré, mais si on comptait le temps qu'elle a passé dessus, bon.
Non, mais excellent, excellent. Donc voilà, donc une appétence quand même pour, la question financière, Ouais. avec un esprit quand même très raisonnable et pas, et plutôt j'imagine donc plutôt fourmi? Ouais. Parce que si elle s'est mise à faire, de la bourse, c'est qu'elle avait de l'argent de côté et qu'ils avaient réussi à mettre de l'argent de côté logiquement? Ouais, c'était vraiment ça et tu vois, même dans les dépenses, ils faisaient super attention. Je me rappelle d'un truc, moi, qui me saoulait quand j'étais petite, c'était que même si on aurait pu faire autrement, par exemple, ils achetaient mes vêtements à la brocante. Mais qu'est-ce que ça me gonflait! Tu vois le truc où tu es dans la cour de récréation: «Ah, c'est nouveau ça, tu l'as acheté où?» Et toi, tu es là, tu sais que tu l'as acheté à la brocante, bon, tu mens, hein, clairement. Tu vois? Mais donc c'était toujours cet esprit de dire que on va pas consommer pour rien et puis aussi des valeurs qui reviennent aujourd'hui, d'écologie, tu vois? Ouais, Pas de surconsommation, de trucs, on peut faire autrement. Ils étaient finalement un peu en avance sur leur temps. trop bien! Excellent et donc tu as grandi à l'école, comment tu t'es vue plus tard? Comment t'es venu, ton orientation et tes études? Ouais, alors, les études, c'était assez important. Enfin, le fait d'avoir de bonnes notes, c'était assez important pour mes parents, donc ils m'ont quand même, assez bien suivie. J'étais bonne élève et on va dire au lycée, j'ai très vite su que je voulais travailler dans une banque. Alors pourquoi? Je me souviens plus vraiment comment c'est venu. J'accompagnais ma mère à la banque parfois quand elle avait un chèque à déposer, je sais pas. Ce milieu me plaisait et puis, parler d'argent, mais pas le côté vénal, hein, tu vois? C'est Ouais. vraiment, l'argent, sa diversité, tout ce qu'on peut faire finalement avec, ça m'intéressait. Trop bien! Donc en fait, finalement, un peu comme ta maman et enfin, qui s'est intéressée à la bourse, tu t'es dit, «C'est quand même intéressant comme milieu». Tu avais une appétence. Ouais. Tu aimais bien les chiffres aussi Alors, ou très nulle en maths, mais très nulle, vraiment tout ce qui était, finalement pas applicable, j'y arrivais pas. Mais pour autant, tout ce qui était, mais à l'aise avec les chiffres, les pourcentages, les trucs, applicables, tu vois? OK, Vraiment, en maths applicables. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, pas les fonctions. Ouais, 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 ouais. Mais non, mais c'est ça, mais en fait, il y a tout un pan de mathématiques, ça s'appelle les mathématiques appliquées, non? Enfin, je crois que ça Ouais, s'appelle comme ça? faut même pas parce que je pense que pendant tes études, tu fais des trucs archi compliqués alors que dans la vraie vie, tu en as pas besoin. Bah, ouais, ouais, ouais. Moi, je détestais ça alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plutôt bonne, enfin, tu vois, j'ai la logique des calculs, des trucs, mais voilà quoi. OK, trop bien. Donc j'ai compris et donc tu t'es tout de suite dit: «Bah, la banque, ça m'attire». Ouais. Et tu as dû faire quoi comme études? Tu t'es renseigné donc comment faut faire pour devenir banquier? Ouais, 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 je me suis renseignée. Alors, bah, pour être banquier, il y avait plusieurs, choix possibles. Donc tu as un BTS banque tout simplement. Moi, le bac m'avait un peu terrorisée parce que, tu sais, avoir un examen à la fin d'année finalement où tu peux tout foirer. Donc j'avais pas envie de faire un BTS et j'avais envie d'être, assez large finalement, donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Alors attends, faut que tu m'expliques parce que pour le DUT, il Ouais. faut pas avoir son bac? Si, 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 j'ai quand même eu mon bac, hein, Si, tu as eu pardon. ton bac et après tu as fait le DUT? Mais je voulais un truc, si tu veux, pour la suite en contrôle continu. Ah OK, parce que BTS, ça fonctionne sur le schéma, examen, alors que DUT, c'est contrôle continu. En tout Exactement. cas à ton époque, je sais pas C'est ça. aujourd'hui Oui, comment je ça sais pas fonctionne. non plus, mais a OK. priori, ça existe toujours. Donc un DUT technique de commercialisation, donc c'est un diplôme où tu vois plein de trucs, bah, de l'économie, de la négociation, enfin, du marketing, plein, plein de trucs et puis après, j'ai fait une licence banque en alternance. OK, donc ça fait bac+3, Ouais, c'est ça? c'est ça. OK et en alternance, donc tu as pu directement mettre un petit pied, en entreprise pour voir comment ça fonctionnait, quoi? Ouais, 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 carrément, donc j'étais à l'accueil, finalement, d'une banque et c'est hyper, hyper formateur parce que, ben, tu vois tout passer, en fait, hein, tu as plein de demandes, différentes, c'est pas facile et puis j'avais commencé à faire des petits rendez-vous et cetera parce que quand tu commences en banque, c'est un peu le graal, tu sais, d'avoir ton bureau, ton truc, d'avoir ta liste de clients donc j'avais commencé à faire ça et franchement, ça m'a plu. Trop bien. Donc, j'imagine que tu passes à un moment donné, employée dans la banque, Tout à fait. et là, tu démarres le métier de banquière. Ouais, c'est ça. Donc, bah, directement après avoir terminé mes études, j'ai trouvé le fameux CDI. Donc le fameux CDI que j'ai trouvé dans une banque et bah, j'ai continué mon parcours comme ça. Donc après, conseillère, donc c'était pour les particuliers et puis, bah, tu te formes au fur et à mesure parce que le métier de banquier, c'est finalement, beaucoup de choses. Là, on en parle souvent par exemple, par rapport au crédit immobilier, mais c'est juste un pan du métier de banquier. Le métier de banquier, il fait des crédits à la consommation, tu as la gestion, quotidienne finalement des personnes. Tu as un gros pan aussi sur l'épargne et l'investissement où, par exemple, tous les conseillers, ils doivent avoir la certification de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers.
Ah oui, tu dois être, CIF, c'est ça? Alors si je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est une certification que tu es obligé d'avoir, qui est pas facile franchement à obtenir, hein, et c'est vraiment une obligation pour pouvoir proposer des produits sur lesquels il y a un risque, en capital, donc notamment les assurances vie, les PEA, les comptes titres, donc ça c'est un Et ça, gros tu truc. l'avais fait de rapidement dans les années qui ont suivi? Enfin, tu peux être conseiller sans avoir, cette, certification, mais tu peux pas promouvoir des produits d'investissement, c'est ça? Non, ça va avec. Franchement, si tu es conseiller, c'est que tu l'as, hein. Ah donc tu as tout de suite dû le faire? Ouais, c'est OK, venu OK. très vite. Enfin, au bout d'un an, on t'inscrit à ça, tu, as des grosses sessions, et puis après tu as le sorte de contrôle et tu as enfin ta certification. OK et donc tu as fait ça combien d'années? Juste pour me rendre compte, En agent, je suis vraiment restée 5 ans OK. et puis après je suis partie plutôt, dans le siège d'une banque, on va dire, toujours pour m'occuper des crédits immobiliers. OK, donc c'est super intéressant. Alors là, j'explique à l'audience en même temps, ce qui écoute, c'est que là, c'est pépite parce qu'on va pouvoir essayer de comprendre un peu le quotidien d'un banquier. C'est génial parce qu'on va pouvoir, comprendre la logique de l'interlocuteur en face. Donc comment toi, quand tu étais banquière, quel était ton quotidien en fait? Tu passais combien de temps à gérer des petits problèmes, j'en sais rien, «Je veux faire un virement, c'est pas passé, mon plafond, je sais pas quoi, ça va pas». Par rapport à, je sais pas, des demandes farfelues peut-être ou faire combien de temps tu devais faire de la prospection peut-être pour faire des placements? Enfin, pour pousser les gens à faire des placements. C'est quoi un peu ton quotidien de banquier en termes de répartition de temps de travail sur les différents sujets? Et les crédits immobiliers, là-dedans, ça représente combien de pourcentage de ton temps? Enfin, voilà, un peu tout ça. C'est une vaste question, mais Ouais, ouais, ouais. Alors, la journée type, on va dire, d'un banquier, déjà le matin quand tu arrives, tu dois traiter, on va dire, ce qu'on appelle les mouvements exceptionnels. Ça veut dire que, ben, c'est les mouvements qui vont pas passer automatiquement sur un compte, notamment parce que les personnes n'ont pas assez d'argent sur leur compte courant. Donc parfois, c'est un oubli, tu as oublié de faire un virement de ton épargne et puis parfois, c'est des personnes qui n'ont pas assez d'argent, qui dépensent trop. Donc en fait, il faut les appeler, il faut voir avec eux comment faut faire et ça, c'est très, très, très chronophage. C'est pas du tout, enfin moi en tout cas, c'est pas la partie que je préférais, dans le métier de banquier, mais tu as une partie de ton portefeuille et c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. C'est vrai, hein, à force tu les connais bien et bah, parfois tu as aussi le truc: «Bah, est-ce que je peux passer retirer un peu d'argent? J'ai pas assez pour faire les courses, les trucs», donc voilà, tu dois aussi gérer un peu cette partie-là. ah ouais, mais là, mais tu m'apprends quelque chose parce que moi, Ah ouais. j'y pensais même pas, hein. Moi, je pense que je suis du côté des bons élèves, donc j'ai jamais, Mais et en plus, moi, j'étais toujours dans les secteurs, un peu assez prisés. Je travaillais dans le 78, côté Saint-Germain-en-Laye, le Vésinet, donc c'est pas du tout, c'est plutôt des zones où il y a vraiment de l'argent, Ouais. tu vois? Mais pour autant, voilà, il y a toujours des clients un peu comme ça, donc ça, c'est assez chronophage à faire. Et ça, c'est tous les matins, à peu près 1 heure, Ouais, de ton temps, quoi? c'est, ouais, une bonne demi-heure. OK. Ensuite, la journée du banquier, ça va être de faire, des rendez-vous. Donc il y a des rendez-vous, il y a au moins, 4 rendez-vous par jour où tu vas recevoir des personnes pour des sujets divers. Donc ça peut être, des placements, ça peut être des questions qu'ils ont, des crédits à la consommation, ça peut être aussi, des, crédits immobiliers, bien sûr. Donc je dirais que le crédit immobilier, dans le quotidien, ça va représenter, 1/4 à peu près du temps. Donc un rendez-vous par jour de crédit d'IMO, en gros. Sur 4 rendez-vous, tu en as un qui est sur l'IMO? Soit un rendez-vous, soit je vais prendre du temps, en tout cas, pour travailler sur mes dossiers de crédit immobilier. Parce que l'immobilier, un dossier, c'est super chronophage aussi, si tu veux, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La compétence du crédit immobilier, elle est très, très dure à acquérir. Il faut vraiment que tu fasses plusieurs dossiers pour réussir à acquérir toute la chaîne, tous les maillons, parce que tu as le côté administratif, récupérer toutes les pièces, les vérifier, les contrôler pour vérifier s'il n'y a pas de fraude. Après, tu dois vraiment faire en fonction du projet du client, monter son dossier sur un logiciel parfois qui n'est pas forcément adapté. Donc, tu vois, tu as ça aussi, là, le banquier doit s'adapter à ça. Tu as toute la partie assurance, la partie organisme de caution, la partie suivi de ton dossier pour voir, OK, est-ce que l'assurance, elle m'a répondu? L'organisme de caution, tu vois? Donc tu as une sorte de fil rouge où, ton dossier de crédit immobilier, c'est pas tu bosses une fois et c'est bon, c'est plié. Pour un seul et même client, tu dois revenir plusieurs fois à chaque fois sur le dossier et en moyenne, je sais pas, tu as peut-être, 5-6 dossiers en même temps à chaque fois, tu vois? Donc tu as ce truc-là au quotidien de toujours vérifier, faire le suivi de tes, dossiers, prévenir les clients si, s'il y a besoin, s'il manque quelque chose. Donc
moi, je sais que alors c'est ce que je préférais au final, les crédits immobiliers, mais c'est ce que j'ai mis le plus de temps à acquérir en termes de vraiment de compétences, le fait de bien arriver à le faire, de bien conseiller les clients et cetera. Non, mais c'est passionnant, donc j'ai hâte qu'on aille creuser ce point-là. Mais avant de repartir là à fond sur les crédits IMO, je veux bien, les autres rendez-vous. Parce que moi, c'est vrai que c'est marrant. Moi, dans ma tête, si je prends un rendez-vous avec mon banquier, c'est pour un crédit IMO, tu vois? Je vois pas trop pourquoi je j'irais le voir. Après, en réalité, bon, pour deux trois trucs, en général, c'est parce qu'on s'est mis d'accord sur certains points, au crédit IMO précédent. Donc, tu mets en œuvre, des petits comptes à terme et tout comme tu avais promis, pour finir le deal, complet, tu vois? Donc on fait ça, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir qu'est-ce que les gens, ils font des rendez-vous genre pour des crédits conso, par exemple? Bien sûr, Ça fait une grosse partie, ça? bah, pareil, je pense que c'est un quart à peu près, hein, tu vois? Enfin, j'ai l'impression que c'est un quart, un quart, un quart. Alors vas-y, dis-nous tous les quarts. Bah, un quart, on va dire, pour la gestion, quotidienne, j'allais dire que c'est pas faire un virement, mais c'est tu vois, ils ont des questions sur la gestion de leur compte, comment ils peuvent faire, on va dire, la partie, épargne pure, livret, tu vois? On va rester OK, là-dessus. Après, tu as des, rendez-vous que tu peux faire aussi, en binôme avec les conseillers en gestion de patrimoine, qui ont OK. accès à d'autres produits et cetera. Tu as les rendez-vous donc pour les crédits à la consommation et tu as les rendez-vous pour les crédits immobiliers. Mais dans les rendez-vous, en tout cas, que j'avais dans mon agenda, il y a aussi des rendez-vous que moi j'ai sollicités. Parce que le banquier, il a un portefeuille de clients et bah, le but, c'est qu'il puisse faire vivre ce portefeuille dans le sens où bah, les clients qui sont déjà là, il faut qu'ils y restent. Et il faut aussi les développer. Donc, par exemple, si tu as un client qui a uniquement, je sais pas moi, un livret chez toi, bah, le but, ça va être de voir un peu ce qu'il a ailleurs. Est-ce que tu peux récupérer des fonds extérieurs pour les mettre dans la banque dans laquelle tu travailles? Est-ce que tu peux transformer aussi de l'épargne qu'il a sur ses livrets en épargne plus moyen terme, long terme? Donc ça, tu parlais des comptes à terme, il y a l'assurance vie, il y a des choses comme ça. Donc à chaque fois, tu vois, le but, c'est de transformer aussi, parce qu'il y en a plein, hein, franchement, il y en a plein qui vont avoir, je sais pas moi, enfin moi j'étais dans une zone, je t'ai dit, où il y avait quand même pas mal d'argent. Je sais pas, ils peuvent avoir, 50 000 € sur des livrets et ils ont même pas pensé à faire autre chose avec. Ouais. Donc c'est un peu dommage de se priver d'un rendement un peu meilleur quand tu as les capacités de le faire. OK, donc en gros, j'ai compris. Donc un quart, gestion courante, un quart plus, gestion de patrimoine, placement financier, un quart, crédit conso et un quart, crédit IMO. Ouais, Le plus chronophage, c'est celui de crédit IMO parce que c'est celui qui va te demander plus de travail après le rendez-vous. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et je reviens juste sur la partie épargne. Tu vois, même moi, en étant dans une zone avec quand même des CSP+, enfin, des personnes où tu te dis quand même, ils ont accès à l'information, ils gagnent pas mal, potentiellement. Moi, j'étais persuadée avant qu'ils savaient quoi faire de leur argent, vraiment, que j'allais pas leur apprendre des trucs, je sais pas. Et en fait, il y a une méconnaissance vraiment des produits financiers. Déjà, ça saoule tout le monde. Déjà, les gens Ouais. ne sont pas intéressés. Vraiment, ils trouvent ça chiant. Ils trouvent que c'est un sujet vraiment, mais ça les débecte un peu. Et du coup, ils n'y connaissent rien, mais vraiment rien. Donc, tu as aussi un gros côté pédagogie où voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez espérer en termes de rendement. En termes de risque, bah, ne partez pas sur un truc non plus trop risqué. Voilà la proportion à garder quand même pour que vous ayez une épargne de précaution. Donc, il y a un gros, gros travail aussi quand même de pédagogie. Trop bien et mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est quand même un métier qui est complexe. Enfin, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc au démarrage, un banquier qui débute, c'est pas pareil qu'un banquier qui a 4 ou 5 ans d'expérience et cetera, quoi. Ça a rien à voir. J'imagine tu Clairement. as une marge de progression, en fait, au fur et à mesure des années qui est assez énorme. OK. Bah, ouais et puis, bah, tu vas en fonction aussi de ton appétence, qu'est-ce que tu aimes faire, tu vas devenir, plus ou moins bon, on va dire, dans tel domaine et puis, au début, bah, c'est clair que tu fais des erreurs, hein. Moi, j'ai dû faire des erreurs aussi, sur les crédits immobiliers, sur l'épargne et tout. Enfin, c'est aussi, normal et puis, comme dans tout métier, j'aime aussi le rappeler, c'est que tu as des bons et des moins bons. Ouais, mais ça, c'est partout pareil. En Exactement. fonction de si tu débutes, déjà comme tu le disais, c'est logiquement moins bon quand tu débutes parce que tu n'as pas l'expérience et tu as pas encore appris autant de choses. Et puis voilà, est-ce que tu aimes ça et tu vas essayer de te perfectionner dans tel domaine ou pas. Donc ça veut dire que quand tu vas voir ton banquier, bah il y a banquier et banquier. En Ouais. fait, tu peux pas savoir à l'avance, est-ce que le mec, il est bon? Est-ce que, par exemple, il aime les crédits immobiliers et du coup, il va essayer vraiment d'aller te chercher le truc, il va être intéressé par ton projet? Ou est-ce qu'il s'en fout royal parce qu'il a déjà plein de trucs à gérer, que ça le saoule
tu vois? Mais ouais, mais ça, je le redis à l'audience parce qu'en fait, il y a des gens, franchement, des fois, je pète des plombs. C'est, tu sais, ils vont voir un banquier. Ah non, il m'a dit que je pouvais pas. Je fais non, mais en fait, c'est pas comme Ouais, ça que ça marche. Tu vois, c'est le, c'est clair. tu vois, l'aléa que tu sais pas sur qui t'es tombé et tu sais pas. Peut-être qu'il était juste mal luné le jour-là et que ça le saoulait, qu'il avait pas envie parce qu'il avait assez de dossiers à gérer, qu'il avait juste pas envie de s'occuper du tien. Et tu vois, tu peux pas te conclure en ayant vu une seule personne, en Ah fait. mais C'est c'est pas clair. comme ça que ça marche. Enfin, ouais, Ah et trop puis, bien. moi il y a une phrase que j'aime vraiment, c'est, «La règle, c'est qu'il y a pas de règle». Ah j'adore cette règle. Mais non, mais c'est vraiment ça parce que, en fait ah oui, il y a aussi un truc super important dans la banque, c'est que chaque conseiller a un pouvoir, ce qu'on appelle une délégation. Ouais, Par exemple, je sais pas, il peut signer un crédit immobilier jusqu'à, je sais pas moi, 200 000 euros. Au-delà, il peut pas. Ou ouais, alors, même s'il peut jusqu'à 200 000 euros, il va pas pouvoir le faire si tu prends pas l'assurance de la banque. Donc à chaque fois, en fait, si tu as pas ce pouvoir-là, si tu as pas tout le pouvoir, on va dire, tu vas devoir demander l'accord à ton directeur d'agence, qui a lui-même des pouvoirs. ouais. Si le directeur d'agence n'a pas la délégation pour pouvoir faire ça, le pouvoir, il va demander au directeur de secteur. Tu vois? Donc à chaque fois, tu as finalement un peu ce niveau d'escalade, mais ça peut être pour, faire une dérogation sur un taux, pour gagner, 0,20 par Ouais. exemple, tu vois? Et donc ça, en fait, alors attends, parce que je voulais terminer d'abord sur Ouais, vas-y. sur la journée du banquier et puis comme ça, on va basculer, vraiment en mode crédit immo et on va parler de tout ça là, sur la délégation carrément. Donc sur la journée du banquier, je récapitule. Il y a les petits problèmes du quotidien le matin quand tu arrives, Ouais, les 4 rendez-vous ouais. et à part ça, il y a quoi d'autre dans le quotidien? Peut-être des rendez-vous avec les supérieurs ou je sais pas, je pose des questions comme ça? Tu as une réunion en gros une fois par semaine, pour regarder un peu comment l'agence se porte, les chiffres et cetera, ce qu'on a fait, pour se tenir aussi au courant s'il y a pas des nouveautés. Parce que c'est ça qui est pas facile dans le métier banquier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent tout le temps, que ce soit en termes de taux, des contraintes réglementaires et en fait, le banquier est toujours obligé de se mettre à la page pour pouvoir suivre et conseiller au mieux les clients. Donc c'est une espèce de formation continue ou des nouveaux outils ou des nouveaux produits ou des nouvelles promotions aussi du moment. Voilà. Et puis dans la journée du banquier aussi, on va dire 2 à 3 fois par semaine, il y a tout ce qu'on appelle la partie phoning. Donc c'est la partie prospection finalement, où on va aller travailler sur son portefeuille, on va aller appeler monsieur machin et lui dire bah écoute, t'as ça sur ton compte, viens on se rencontre et puis j'ai des choses à te proposer pour aller un peu plus loin. Ah, ça me fait marrer parce que, en fait, moi, je raconte ma petite vie, c'est marrant. Mais en gros, moi, je bloque tous les numéros de téléphone inconnus. Enfin, moi, j'ai sur mon téléphone parce que je déteste qu'on m'appelle et qu'on me perturbe, etc. Et puis, je sais pas, il y a un moment donné, j'ai décroché parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre ce numéro, tiens. Tu sais, j'avais peur que ce soit la crèche ou tu vois, un truc. Je me Ouais. suis dit, vas-y, je décroche, j'avais un doute. Et là, je me retrouve une conseillère bancaire de l'une de nos banques, qui nous accordait un crédit, tu vois? Et en fait, je l'ai trouvée trop maline parce qu'elle était, à mon avis, en plein phoning et Ouais. elle m'a dit: «Oui, non, mais je vous appelle pour vérifier les coordonnées bancaires parce que donc je dois faire une vérification générale, des données, des clients, par sécurité, pour vérifier que toutes les données sont à jour». Donc en fait, elle a commencé à me tchatcher comme ça pour me vérifier. Alors moi, évidemment, je hyper précautionneuse et trop peur de la fraude, je disais absolument aucune information et Ouais, c'est ce que c'est j'allais te elle qui dire. me disait les choses et je disais oui ou non, mais j'étais prête dans ma tête à jamais répondre, une information. Mais j'étais gênée parce que du coup, donc voilà, donc j'ai répondu et puis tu vois, elle a rapidement embrayé: «Ah mais du coup, ça vous avez pas et puis ça vous avez pas et puis ça vous avez pas» et puis j'ai fait: «Ah ouais, ouais, non mais justement» et puis donc j'ai réussi à reporter le problème à plus tard, mais donc j'étais en plein phoning et je m'étais bien fait avoir, C'est ça. et puis morale de l'histoire, ne pas décrocher un numéro que je ne connais pas. Ouais, c'est ça, règle numéro un. Tu vois? Et si c'est la crèche, au pire, elle me laissera un message sur répondeur et je rappellerai, tu vois? Mais voilà, non, mais juste pour raconter la petite anecdote. Donc OK, donc phoning. Je détestais ça. Ouais, Ah ouais, franchement, moi, c'était vraiment pas mon dada, l'impression de déranger les gens, en plus, le but, c'était, à mon époque, en plus, c'était pas trop des rendez-vous, téléphoniques, tu vois? Le but, c'était vraiment de les faire venir à l'agence, donc autant te dire enfin, c'était surtout les samedis, hein, parce que les gens bossent, ouais. donc en semaine, tu as plutôt, soit des personnes qui ne travaillent pas, soit des retraités et samedi, plutôt crédit immobilier, au final. OK, donc on a bien compris le quotidien et en termes de pression, est-ce que toi, tu te sentais vraiment comme une commerciale ou c'est un peu un métier hybride, commercial et conseiller? Enfin, comment toi, tu voyais ton métier et la pression que tu ressentais? Bah, je pense que c'est un métier, hybride parce que, ben,
Oui, tu es quand même commercial parce que, bah, une banque, c'est pas une association, hein, donc elle doit faire rentrer, des sous. Donc il y a des produits qui sont payants et cetera et le but, c'est de développer le fonds de commerce. Donc d'aller ajouter le produit complémentaire, d'aller, il y avait aussi toute la partie assurance, on n'en a pas parlé, mais bon bref, toute la partie assurance, auto, habitation aussi qu'on devait développer. Donc tu as un côté quand même commercial, mais tu as un gros côté, conseil parce que comme je le disais, les gens n'y comprennent absolument rien. Tu as un côté vraiment où tu dois leur apprendre comment ça fonctionne. Donc après, c'est aussi toi et ton éthique. C'est pas parce que les gens ne comprennent pas forcément que tu vas aller leur faire souscrire, n'importe quoi. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça et globalement, le métier ne le voit pas comme ça. Après, c'est comme partout, si tu as des personnes mal intentionnées, mais tu vois, on va dire que c'est des personnes par-ci par-là, mais c'est pas du tout la majorité. Donc ouais, je pense que c'est un métier, hybride et puis, encore une fois, c'est aussi comment est ton manager, comment il voit la chose. Tu as des managers qui sont toxiques, tu as des managers qui vont plutôt t'accompagner, qui vont te mettre plus ou moins de pression. Donc, ça dépend aussi vachement de ça. OK, donc ça, c'est clair. Maintenant, on va continuer et on va tout doucement rentrer en entonnoir, vers les investissements immobiliers. Déjà, ce que j'ai envie de voir, c'est que quand on parle d'une banque en tant que fonds de commerce, enfin, c'est-à-dire quel est l'intérêt financier de la banque? Comment est-ce que la banque gagne son argent? C'est ça que je veux comprendre. C'est-à-dire que finalement, toi, j'imagine les commissions sont indexées pour indiquer vers là où vous allez gagner. Il y a pas de Il y a commission. aucune commission dans aucune banque? Non. Alors, ça se faisait beaucoup il y a très longtemps, il y a 20 ans. Moi, dans les banques où j'ai travaillé, il y avait pas de commission. Tu as OK. une sorte de prime, on va dire, sur les résultats globaux de l'agence. C'est un truc plutôt collectif, mais c'est pas par exemple, je sais pas, il y a 20 ans, je sais que par exemple, je sais pas, tu vendais un PEL, tu avais 5 euros, par exemple. OK. Moi, de mon époque, en tout cas, ça a jamais fonctionné comme ça. Et alors, comment tu es motivée en tant que banquière? Qu'est-ce qui fait que ça va faire une différence à la fin de ton mois, si tu travailles bien entre un «bon banquier» entre guillemets et un mauvais banquier? Franchement, les primes, moi, c'était pas dingue, hein. Enfin, on parle, d'1 mois, maximum à 2 mois de salaire. On parle pas de primes à, 20 000 € à l'année, hein, pas du tout, hein. Donc enfin, tu pas motivé non plus par l'argent. Tu es motivé par un peu la gagne, le truc: «Ah, j'ai réussi à faire ci, ça». Mais en vrai, enfin, moi, en tout cas, dans les réseaux bancaires dans lesquels j'ai travaillé, c'était pas motivé par l'argent en me disant: «Oh là là, je vais devenir super riche ou je vais pouvoir m'acheter une voiture, je sais pas, ou que sais-je, avec ce que je vais gagner. C'était pas assez en tout cas. Les primes, c'était max entre 1 à 2 mois de salaire, annuellement, quoi? Ouais, OK, OK. c'est pas, enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas énorme. Après, je sais pas ce que tu en Ouais, penses, ouais, mais ouais, bah, c'est pas oui, je suis d'accord que c'est pas comme un pur commercial, qui fait x2 sur, ses revenus, s'il vend ou s'il vend pas, tu vois? Ça, c'est et clair, ouais, puis du coup, ton mois, enfin la fin de ton mois, c'est la même chose, que ta prime, elle va être annuelle ou alors parfois, tu sais, ils font des petits challenges où tu vas avoir des chèques cadeaux, des trucs, mais enfin et encore les chèques cadeaux, c'est encore moins, je sais pas, ça va être, 100 €, enfin, tu vois? Enfin, ouais. c'est pas du tout, enfin, c'est pas du enfin, moi je trouve que c'est pas non plus la carotte où tu as envie de vendre, 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 enfin, c'est pas du tout ça. Ouais, donc c'est pas en fait en mode, ultra commercial, c'est plutôt en mode, semi-commercial, mais pas hyper commercial non plus, quoi. C'est pas comme un Ouais. poste de commercial dans des autres entreprises, quoi. Non, non, non. Rien à voir. OK. Non, mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que ça, tu vois, tout ça, je ne sais pas exactement. Donc OK. Mais par contre, je sais pas, tu dois avoir des indicateurs, non, de réussite? Combien de livrets j'ai ouverts ou combien, j'ai, de collecté d'argent, ce mois-ci? Enfin, tu as des Oui, indicateurs qui te montrent ta performance et ouais, c'est ça. Mais il y a des choses, c'est, par exemple, sur la collecte d'argent, donc l'épargne que tu as réussi à récupérer, c'est plutôt des choses collectives et par exemple, je me rappelle sur les contrats d'assurance, auto, habitation et cetera, là, c'était des trucs un peu plus individuels. Mais c'était pas forcément, tu dois faire, 10 contrats d'assurance, enfin, en tout cas, les primes ne fonctionnaient pas comme ça. Tu vois? Ton directeur, il peut te donner des objectifs dans ce sens-là, mais c'était pas lié à l'argent que tu allais te faire avec ta prime. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'était le métier, on va dire, c'est le quotidien, on va dire, de faire ça, d'aller chercher tel ou tel produit, pour les clients, mais c'est pas lié à une rémunération. Voilà, c'est ça que je veux Ouais, dire. ouais. Ouais, donc en fait, tu as une sorte de motivation, d'ego, de bien Ouais, t'en sortir et est-ce que donc quand tu es banquier, tu as une forme de perspective aussi d'évolution et de croissance si tu as des bons chiffres? Est-ce que c'est ça? Parce que qu'est-ce qui te motive à bien bosser, à part juste la bonne conscience, de bien travailler, tu vois?
Est-ce que tu sais que si tu fais des bons chiffres, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie? Tu vas peut-être, être upgradé, Ouais, accéder à une formation, un truc, comment? ouais, c'est ça, donc c'est une évolution, à chaque fois, en fait, où quand tu es conseiller pour les particuliers, la suite d'après, tu peux être, conseiller en gestion de patrimoine. Donc gérer des plus gros montants, des plus gros volumes. Tu peux être directeur adjoint d'une agence, directeur d'agence aussi, après directeur de secteur. Mais globalement, c'est ça, tu vois, quand tu es conseiller, tu as 3 métiers, gestionnaire de patrimoine, directeur adjoint et directeur, d'agence. Donc OK. c'est un peu ça que tu vises et effectivement, il faut avoir, un bon relationnel, des bons chiffres et cetera pour réussir à faire ça. OK, OK, non, mais c'est très clair. Maintenant, j'ai bien compris un peu voilà, le métier et le quotidien. Je sais pas s'il y a autre chose que par rapport à ça et après on va attaquer un peu plus les crédits IMO, Non, on peut passer au crédit IMO. on passe au crédit IMO? Donc ce que j'ai retenu déjà pour l'instant, c'est que, les crédits IMO, mine de rien, ça demande quand même du travail après le rendez-vous. C'est pas un rendez-vous one shot où la personne, elle te dit: «OK, je vous ce livret» Ouais, et tu appuies sur 3 boutons et c'est c'est ça. réglé. Là, non, faut tout faire un suivi, donc ça demande du travail en Ouais. face. On redit que on s'arrête pas à un seul nom de un banquier, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver le banquier qui aime les crédits IMO en face et qui aime le challenge. Et ensuite, tu parlais de la délégation, ça, je veux bien en parler avec toi un peu plus en profondeur. C'est que un conseiller, il a le pouvoir de cliquer sur le bouton quasiment sans demander la permission à quelqu'un pour jusqu'à un certain montant ou est-ce qu'il y a quand même des vérifications qui sont faites? Tu peux pas accepter n'importe quel dossier. Comment le contrôle est fait? Comment tu es «surveillé» entre guillemets et comment fonctionnent tes délégations? Alors, dans tous les cas, même si c'est admettons que tout le dossier soit dans ton pouvoir, dans ce que tu as le droit de faire, il y aura toujours des contrôles. Il y a déjà des contrôles au sein de l'agence où ton directeur d'agence, il va revérifier, les pièces, vraiment quel salaire tu as, déterminé, qu'est-ce que tu as mis dans l'outil et cetera. Donc il y aura toujours des contrôles. Il y a le siège aussi qui fait des contrôles, notamment pour le déblocage d'argent. Ils vont regarder que tout est bien carré. Donc ça, c'est sûr qu'il y aura toujours plusieurs contrôles. Après, pour, on va dire, les conditions commerciales, du crédit immobilier, effectivement, donc le conseiller a le droit de faire certaines choses. Donc par exemple, moi je crois que c'était ça, si je me souviens bien, c'est que j'avais le droit jusqu'à 150 000 € de crédit. J'avais le droit, je sais plus si c'était moi ou mon directeur d'agence. Non, je crois que c'était mon directeur d'agence avait le droit de baisser, tu sais, en fait, on a une grille, hein. Ah oui, parce que ça, je t'ai pas dit. Mais tous les mois, on a une grille, en fait, de crédit immobilier OK. qui dit en fonction de la durée du prêt, quel est le taux que l'on peut faire. Et en fait, après, par exemple, moi, mon directeur d'agence, il pouvait baisser ce taux jusqu'à moins 0,20. OK. Donc, si on faisait ça, ça veut dire que bah, il allait falloir négocier. Donc, on parle souvent de contrepartie. Je ne sais pas si tu comprends ce terme-là, mais donc c'est en gros le banquier, il est OK pour te faire ton crédit d'une part, d'en plus négocier le taux pour essayer d'être le plus compétitif, peut-être de te faire un différé, peut-être de baisser un peu ses frais de dossier, etc. Et en fait, toi, en échange, eh bien, tu vas devenir vraiment un client engagé dans la banque. Donc, si tu es salarié, tu vas domicilier ton salaire, tu vas avoir de l'épargne dans la banque, donc ça veut dire que tu vas ouvrir un livret, tes enfants aussi. Enfin voilà, il y a une sorte de tout un package où OK, on te fait ton crédit, mais toi aussi, fais un effort quand même. Ouais, ouais, donc ça, c'est logique et d'ailleurs, ça je me rends compte qu'on n'est pas allé au bout sur comment la banque, elle gagne de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qui lui rapporte le plus d'argent, en fait? C'est le fait de détenir, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est, d'avoir 100 000 € placés sur un compte? Ça, c'est génial pour une banque. Mmh. Est-ce que c'est plus, l'assurance, par exemple, assurance habitation, assurance auto, ça rapporte plus d'argent? Est-ce que les crédits IMO rapportent de l'argent par rapport au taux d'intérêt? Qu'est-ce qui rapporte de l'argent à une banque? Qu'est-ce qui le plaît le plus à une banque? Franchement, je pense que c'est un tout parce que c'est aussi un modèle économique. Les banques, il y a des ratios aussi qu'elles doivent respecter pour ne pas partir en crise, on va dire, financière si vraiment il y a un problème. Alors je ne sais plus exactement, les chiffres, mais elles doivent aussi avoir des capitaux, propres, des choses quand même à respecter pour pouvoir aussi prêter de l'argent derrière. Donc c'est une sorte de cercle virtueux où elles doivent quand même avoir, de l'épargne, en tout cas gérer l'épargne des clients. La partie assurance, ça rapporte aussi pas mal puisque c'est des primes, vraiment qui sont versées tous les mois, donc il y a quelque chose de récurrent. Les crédits immobiliers en fonction des taux, donc ça va vraiment dépendre de la période, ça va rapporter plus ou moins.
Ce qui rapporte pas mal à une banque, c'est l'assurance aussi du crédit immobilier. Les assurances des banques, en général, elles sont relativement, chères quand même. C'est un gros poste, on va dire dans la mensualité d'un crédit immobilier. Parfois, on arrive à passer par ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Donc c'est une assurance finalement, externe, même si c'est ton banquier qui peut te la proposer, mais qui est moins chère. Donc un banquier, s'il va te faire, une réduction sur le taux, on va dire, plus tu passes par une délégation d'assurance, parfois le crédit immobilier, il rapporte vraiment pas grand-chose en fait à la banque, hein. Vraiment pas grand-chose et ça va être les produits finalement qui vont être à côté, qui vont faire que la banque va gagner de l'argent. Les gens ont toujours l'impression que, la banque s'en met plein les fouilles avec, le taux d'intérêt, le truc et tout. C'est pas forcément le cas, hein. Pour te donner un exemple concret, je me rappelle que quand je devais, négocier finalement des taux ou autres, en fait, on avait une sorte de fichier à compléter en disant voilà, donc pour ce client-là, je lui propose tel taux. Il prend une délégation d'assurance avec telle quotité sur monsieur, sur madame, etc. Voilà ce qu'on a négocié ensemble. Il aura un compte avec une carte, il aura un livret, il va me ramener tant, on va peut-être faire un crédit à la consommation et je lui fais son assurance habitation. Donc, il y avait vraiment sur le fichier, c'était noté combien le crédit nous rapportait et combien, avec les contreparties, ça nous rapportait. Parfois, j'étais même en négatif pour te dire sur ce que le crédit nous rapportait. Ça nous rapportait rien par rapport finalement, parce Ah que la ouais. banque, elle n'a pas forcément l'argent, hein, elle va aller emprunter auprès de la banque centrale, etc. Donc, tu vois, on a l'impression qu'ils vont gagner des milliers et des cents, c'est pas le cas. Donc, si tu n'as pas ces produits à côté, si le client finalement ne joue pas vraiment le jeu, la banque, elle peut ne rien gagner. Donc en gros, ce que tu as envie de dire quoi aux gens qui nous écoutent, qui sont sur le point de chercher un crédit IMO? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour, justement être, appétissants aux yeux d'une banque? C'est-à-dire, qu'on ait envie de travailler avec eux, quoi? Alors déjà, si vous trouvez un banquier qui aime les crédits immobiliers et qui est bon, conservez-le, changez d'agence s'il change d'agence, vraiment vous le suivez. Et puis après, pour moi, il faut vraiment jouer le jeu, mais un jeu sincère. C'est pas, on va dire au banquier, oui, oui, ok, je fais tout, et puis après tu le fais pas. C'est pas correct, ça se fait pas, et après il te reprêtera plus. Donc voilà, il faut avoir un compte avec une carte, il faut jouer le jeu, il faut avoir ses livrets d'épargne, il faut, faire l'assurance habitation qui de toute façon est obligatoire, donc même si tu vas payer peut-être 1 ou 2 € de plus par mois, bah, fais-le. Pareil, ton assurance C'est auto, ça. elle est obligatoire. Fais-la chez ton banquier, tu vas obtenir des choses qui seront plus intéressantes. Donc il faut vraiment voir la relation, je pense, dans son ensemble et jouer le jeu. Enfin, je trouve pas d'autres mots, c'est vraiment ça. Ouais, mais je suis trop d'accord. En fait, c'est un truc que j'ai envie de dire aux gens, mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais le plus important, c'est d'obtenir ton crédit et d'avancer dans tes investissements. Donc si tu économises 10 € par mois parce que tu es sur tel truc ou tel truc, franchement, on s'en fiche. Ouais, L'important, c'est que tu avances dans tes investissements et donc en fait, c'est trop gagne petit, finalement, de vouloir, exactement. négocier des petits trucs ou non mais donc nous, par exemple, nous, on a pris, souvent les assurances PNO, donc les assurances propriétaires non occupants, on les prend toujours, avec le banquier. Les assurances aussi directes, sur le prêt, nous, on s'est jamais amusé à aller les rebaisser, Mais ça, c'est un vrai truc, hein, quand tu acceptes l'assurance de la banque, déjà, il y a quand même une marge de négociation, après peut-être pas sur le taux, mais enfin globalement ton banquier, il sera quand même plus enclin à travailler avec toi. C'est du win-win et puis soyez sympa, tu bah ouais. vois? C'est comme dans tout, tu as envie de bosser avec des gens sympas, tu vois? Si moi je suis Ouais. angoissée à l'idée d'appeler le client, oh alors là, si en plus c'est pour une mauvaise nouvelle, soyez sympa, essayez de comprendre, d'être toujours, voilà, dans la compréhension de l'autre. On est des humains. Le banquier, c'est un métier mal aimé, mais en fait, c'est juste un mec qui gagne sa vie. C'est son métier, tu vois? C'est tout. Ouais, mais c'est clair, mais venez pas en tirant la tête, faut que vous soyez en fait, faut qu'on ait envie de travailler avec vous et l'autre truc aussi, je sais pas si le que nous, en tout cas, on embête, tous nos coachés, nos accompagnements pour, quand ils vont, chez le banquier. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Tu as le droit de pas Ouais, être d'accord, bien sûr. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit: «Vous venez avec un dossier, mais carré, avec tous les chiffres, tous les justificatifs et je veux que vous ayez prévu déjà à l'avance absolument tout». Parce qu'il y a rien de plus relou pour quelqu'un de devoir courir après des oui. documents. Donc si vous lui montrez direct que vous êtes la personne carrée avec qui il y aura pas de stress parce que tout de suite vous répondrez si jamais il y a un document et que vous avez déjà tout préparé, bah, en fait, rien que là, tu lui facilites tellement la vie
Je sais pas ce que toi t'en penses de l'autre côté? Ah mais si, mais c'est un excellent conseil puisque il y a tellement enfin, c'est la liasse de papier, hein, quand tu fais les crédits immobiliers, Bah c'est ouais, énorme. Donc dis-toi que le banquier, il a 5 ou 6 dossiers à gérer en même temps. Donc 5 ou 6 fois ça, ouais. tu vois? Donc si tu l'as bien fait tout dans les petites pochettes et cetera, tu lui fais déjà gagner un temps super précieux. S'il sait que tu vas réagir vite, bah pareil, enfin, il sera plus enclin à travailler sur ton dossier, tu vois? Si tu mets une semaine à me répondre, n'attends pas que, moi je réponde dans les 24 heures, hein. Tu vois? C'est là aussi, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Ouais, non mais c'est trop Donc ça. heu, donc oui, oui, c'est un très bon conseil, de faire ça et tu lui facilites grandement la vie. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que, parce que tu parlais entre 4-5 dossiers en même temps, donc sur une année, par exemple, un conseiller fait passer combien de crédits en tout, en moyenne, Sur une année, j'ai du mal maintenant à me redire, mais je pense que tu en as, j'allais dire une trentaine, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pas une centaine en tout cas, hein, à part, Ouais, donc c'est 3 par mois, quoi. ouais, globalement, je crois que c'est ça à peu près, Ouais, hein. donc tu vois, c'est pas énorme, je trouve, C'est pas énorme et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va intéresser ton audience et pour comprendre aussi le métier du banquier, c'est que 80 des dossiers du banquier, c'est de la résidence principale. bah, ouais. Donc c'est ce qu'il sait faire, on va dire, tu vois? Le banquier, Ouais, vu qu'il fait ça de façon principale, 80 de ses dossiers, c'est de la résidence principale, ça veut dire que c'est ce qu'il sait faire. Si tu viens le voir en investissement locatif, tu vas acheter ton immeuble, déjà il va te regarder avec les yeux tout ronds, il n'a jamais vu ça. Tu viens le voir, tu veux acheter peut-être en SCI. OK, tu lui compliques la tâche. Tu vois, en fait, il faut se rendre compte que l'investisseur immobilier n'est pas du tout son client lambda. Vraiment pas. Et que déjà le locatif aussi, tu lui ajoutes peut-être une difficulté supplémentaire. Il va devoir voir, OK, on va pas trop regarder le rendement et tout, hein, en banque, hein. Honnêtement, on va plutôt, regarder quel est le loyer qui va aller avec le projet. Donc en tout cas, il y a des choses en plus à regarder pour le locatif. C'est une complexité supplémentaire. ouais, mais ça, c'est clair. Et comment tu conseilles, pour, que la personne en face, elle ait envie de se «battre» entre guillemets pour ton investissement locatif? Parce que je comprends, ouais, c'est clair que la résidence principale, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est un dossier facile, c'est pas compliqué», voilà. Faut que le banquier en face, ce soit quand même quelqu'un de motivé, qui soit Ouais. intéressé par la chose, sinon ça va le saouler, Bah quoi. ouais, alors je pense qu'on peut jouer sur les émotions, hein, aussi. Si tu montres que tu es archi motivé par ton projet, que tu es là, tu es super enthousiaste. Regardez, monsieur le banquier, ce que j'achète, mais ça va être génial. J'ai besoin de vous pour concrétiser ce projet-là. Bah, tu vois, il y a un effet aussi un peu miroir où il sera peut-être plus enclin à aller aussi vers ton projet. Moi, je pense, on parlait de délégation et de pouvoir. Moi, je pense que si on a accès directement à un directeur d'agence, c'est mieux. Soit un conseiller, mais il faut le savoir un peu à l'avance, et ça tu le sais pas, qui adore l'immobilier, qui va aller se battre, qui a la niaque, ou vraiment directement le directeur d'agence qui a plus de pouvoir, qui va savoir vraiment ce qu'il va aller pouvoir négocier, et cetera, qui connaisse un peu, qui sache jusqu'où il peut aller. OK. Et ça me fait penser aussi à l'atout principal, et ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est d'avoir de la liquidité à placer. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a presque, tu sais, les gens, ils sont mignons, mais des fois, ils ont pas d'argent. Mais en fait, si tu pas d'argent, tu pas de contrepartie aux yeux d'un banquier, parce que bon, bah, c'est pas reluisant. Alors, je sais pas s'il y a peut-être d'autres contreparties, Ouais, tu as d'autres contreparties. Tu as quand même d'autres contreparties, ce qu'on appelle en banque un peu l'équipement. C'est des trucs un peu bêtes, hein, mais c'est la carte, une carte monsieur, une carte madame, le compte joint, et des produits, même tu vois, si tu pas des 1000 et des 100 à mettre, le fait d'ouvrir des produits d'épargne et de dire bon, bah, je veux mettre tant dessus tous les mois. Ça va intéresser le banquier. Ça n'a pas besoin d'être des ouais. sommes folles, hein. Tu peux, à partir de 50 € par mois, par exemple. Ça va vachement l'intéresser. Et puis les produits d'assurance, comme on le disait, l'auto, l'habitation. Déjà, il y a de quoi faire avec ça. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur, le taux d'endettement. Ouais. Parce que tout le monde reste bloqué sur son taux d'endettement et calcule son taux d'endettement et se dit: «Bon, bah, je dépasse pas». Déjà, je pose une question bête, mais peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que on est certain d'obtenir un crédit si on est en dessous de son taux d'endettement de 35? Non, pas du tout. OK, tu vois? Donc ça, c'est intéressant de casser cette croyance. Ah non, mais vraiment pas du tout parce que le banquier, il va te prêter de l'argent parce qu'il va considérer que tu vas être en capacité de rembourser ton crédit. OK? Et le fait de rembourser son crédit, c'est pas forcément lié à un taux d'endettement. Tu peux gagner très, très bien ta vie, être à 20 d'endettement et pour autant très, très mal gérer tes comptes. Tu vois? Être à découvert tous les mois, tu regardes pas du tout, tu mets pas du tout d'épargne de côté,
bah, ça veut dire que tu vas avoir une mauvaise gestion de compte. On va se demander quand même, est-ce que tu es en mesure de rembourser ton crédit? Alors même que tu as 20 de taux d'endettement. En fait, tu peux avoir un refus de prêt même si tu es en dessous des Oui, 35 de taux d'endettement, tout complètement. simplement parce que tu as une mauvaise gestion de compte et entre guillemets, «le banquier n'a pas à se justifier s'il refuse ton crédit», c'est, vraiment le pou ton pouvoir est entre tes mains en disant: «Bah, Oui. écoute, j'ai pas envie de travailler avec toi, tu arrivé, tu même pas tous les documents, ça me saoule, j'ai pas le temps, bon, bah, du coup, non, en ce moment, on n'accorde pas de prêt, quoi. Merci monsieur, au revoir». Ouais, alors ça, c'est un peu touchy quand même, c'est Ouais, un peu touchy de faire ça. Alors ce qui est sûr, c'est oui, que, si je m'occupe de ton crédit immobilier, déjà, c'est que tu m'as apporté tous les documents. Voilà, enfin, je veux pas commencer à bosser sur un truc, si j'ai la moitié des documents et que du coup, je ne peux pas analyser la situation dans son ensemble. Ça déjà, c'est pas possible. Donc, c'est pour bah, ça que ouais. c'est un excellent conseil que tu disais tout à l'heure, ce que tu, disais à tes coachés. Ayez un dossier béton, les petites pochettes, les petits trucs, tous les documents que le banquier a besoin. Ouais, ouais. Non, mais c'est trop intéressant. Mais par exemple, en fait, si par exemple tu veux pas travailler à quelqu'un, en tout cas moi, on a déjà eu des rendez-vous où ça a fait flop, hein, et la personne, bah, juste, elle te recontacte pas ou elle décroche plus, elle te rappelle plus et puis en fait, tu as compris que, bah, elle t'a ghosté et moi j'ai déjà eu ça, hein, dans certaines banques, Ouais, alors après honnêtement, je est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut pas travailler avec toi? Je ne sais pas si ça veut dire ça directement. Peut-être que ton dossier, il est trop compliqué pour elle ouais, mais c'est ça! et qu'elle se sent pas d'y aller, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Elle se sent pas d'y aller, elle sait pas faire avec les crédits immobiliers et elle veut garder la face, elle te le dira pas. Elle veut pas demander de l'aide à directeur, directrice d'agence. Tu vois? Il y a plein de raisons au final. Bah, oui, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Moi, je l'ai jamais mal pris, tu vois? Je me suis juste dit, «Ouais, bon, bah, ça a pas matché, ça a pas accroché pendant le rendez-vous. Bon, bah, c'est la vie et puis tu fais ton prochain, quoi», tu vois? Ouais, après, pour moi, il y a pas une question de match, pas match. Enfin, franchement, même un client pas sympa, s'il m'apporte tous les documents et cetera, ben, je vais aller le faire, son dossier. Après, peut-être que, je sais pas, je serais peut-être moins enclin à, lui faire le super taux, le super truc, mais je vais quand même lui faire son dossier. Tu vois? Ah ouais, non, mais bah, alors que moi, je suis persuadée que bah, moi, je sais pas, hein, mais moi, je pense que comme c'est un humain, si par exemple, il a la flemme en ce moment ou que dans sa vie, bah, c'est compliqué et que, bah, il a pas envie de se surcharger, bah, est-ce que tu entre guillemets, est-ce que tu vas être tapé sur les doigts parce que tu fais pas de crédit, IMO? Enfin, toi, tu peux Mmh. très bien te dire, «Je reste sur les RP, ça me va très bien, j'ai pas envie de faire de locatif parce que c'est pas mon truc», et du coup, bah, je Oui, effectivement, ça se saura pas, tu vois? ouais, personne Ouais, va ouais, c'est vrai que ça peut passer comme ça, ouais. ouais, non, mais parce que moi je pense qu'il y en avait qui avaient juste pas envie et puis qui voilà mais je le comprends, tu vois? Enfin, je considère que Ouais, mais en fait, je pense que la question d'envie, c'est pas une vraie question d'envie, c'est qu'ils savent pas faire. ouais, voilà, ouais, c'est ça, oui, oui, non, mais Tu vois? c'est ça. C'est que ton dossier, il est compliqué ou, d'ailleurs, toi, je sais que tu investis, enfin, tu es sous le statut LMP, Ouais, ouais, ouais. donc ça veut dire que, tu passes en crédit professionnel maintenant si tu demandes un crédit? Alors, je t'avoue, je sais même pas comment on a fait parce que nous, on a réemprunté encore pour une résidence principale et en effet, on s'est présenté comme des professionnels pour que ça passe, pour la partie, RP. Ouais, mais en RP, c'est sûr, enfin, tu as pu emprunter normalement, tu vois? Mais pour Ouais, du ouais, ouais, locatif, je sais pas si tu passerais en crédit professionnel ou en crédit, particulier, maintenant. ouais, ouais, je sais pas. Maintenant, de toute façon, maintenant, on a une directrice d'agence, conseillère pro, qui est au top, donc ouais, on trouve ses partenaires au fur et à mesure, quoi. Bah oui, tu la lâches pas. Ah ouais, elle est trop bien, elle est trop bien. Ah ouais, non, mais quand tu mais en fait, ouais, après c'est un métier comme tout le monde, comme tu disais, il y a des gens bons et des gens moins bons Bah oui, et quand on a un bon, bah, tu lâches pas le bon, quoi, tu vois? Quand tu as un bon conseiller, bah oui. c'est trop bien. Quelqu'un qui répond sous les 24 heures, réactif, au taquet, ça fait tellement du bien que là, tu lâches plus ça, quoi. Enfin bref. Bah, c'est clair. Ouais. Il y a une question et ça, c'est un truc, que je me suis rendu compte, c'est, les gens qui vont aller voir leur conseiller bancaire et qui te disent, par exemple: «Bonjour Sophie, est-ce que, je peux faire un crédit immobilier et j'ai pas de compromis, j'ai rien, mais j'aimerais que tu me dises, si je peux le faire et pour combien d'argent tu me suivrais?» Comment toi tu vis ça? Alors, c'est vrai que c'est un peu «chiant» entre guillemets s'il y a pas de compromis qui est signé parce que je bosse pour rien. Mais, il y a quand même encore une fois cette notion de pédagogie où tu apprends, des choses, aux gens parce qu'au finalement c'est pas très compliqué, hein, tu fais un ratio sur ton salaire et puis, basta. Enfin, si tu es salarié, c'est pas très, très compliqué de savoir combien tu peux, emprunter quoi, à peu près, hein. L'inconvénient en fait des personnes qui viennent te voir comme ça alors qu'ils n'ont pas de projet, c'est que tu sais pas s'ils vont trouver un projet maintenant ou dans 6 mois et Mais ouais, comme je le disais, c'est que toi tu as une grille de taux. Ta grille de taux, elle est mensuelle.
Donc moi, ce qui m'embêtait, en fait, dans ces cas-là, c'était de faire une proposition de taux d'endettement, enfin, même si globalement, à 10 000 € près, on va dire, c'est toujours la même chose que t'empruntes, tu vois? Même si les taux montent. Mais ça m'embêtait que les gens partent sur un truc, pur et dur en disant: «Bah oui, mais vous m'aviez dit, le mois dernier que c'était 3%, alors que maintenant c'est plus forcément ça», tu vois? Et en plus de ça, vu que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont vraiment concrétiser leur projet, bah, tu prends quel taux? Tu vois? Donc moi, j'avais tendance, pareil, selon le contexte, tu vois? Par exemple, en 2023, les taux, ils augmentaient relativement vite. Donc selon la période finalement à laquelle tu vas demander ça à ton banquier, il va peut-être prendre une marge de sécurité pour que, ben, ça puisse coller un maximum au moment où tu feras vraiment ton projet. Bah, ouais. Puis moi, je trouve aussi que, ouais, que c'est assez facile quand même d'avoir un ordre d'idée, surtout quand tu es investisseur débutant, de combien tu peux emprunter, il y a pas besoin de demander l'autorisation. Enfin, voilà, moi, je suis pas trop pour, mais bon, voilà. Après, il y a des gens qui ont vraiment peur et puis qui se disent, mais bon parce que d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que toi, ça t'arrivait souvent de dépasser le taux d'endettement? Parce que je sais qu'il y a une part de pourcentage de dossiers où on peut, dépasser ce taux d'endettement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Moi, quand, déjà j'étais banquière, il y avait pas cette règle-là. Donc tu avais le droit de dépasser à l'époque? Donc il y avait une sorte de norme, qui était le 33, mais il y avait pas une règle où vraiment la banque, elle devait rendre des comptes avec ce fameux 20 et cetera. Donc c'était un peu, différent. C'est quoi le fameux 20? C'est juste pour comprendre. Ah oui, le Le 20 20, de tu sais, où les banques peuvent déroger et aller au-delà des 35, par exemple. voilà, oui, c'est ça, qu'en fait, donc ça, faut l'expliquer peut-être aux gens, c'est que en gros, n alors tu me corriges si je me trompe dans ma formulation, mais que la banque a le droit de dépasser le taux d'endettement ou en tout cas de déroger aux règles pour 20 de C'est ses ça. dossiers, mais 80 des dossiers doivent rester dans les clous officiels, quoi. J'ai pas eu beaucoup de dossiers à plus de 35 parce qu'en fait, encore une fois, il y a peu d'investisseurs qui viennent et c'est surtout de la résidence principale. Donc en fait, les gens aussi, ils ont pas forcément envie de dépasser, tu vois, d'avoir une mensualité qui représente plus d'un tiers de leur salaire. Donc globalement, ça se fait comme ça et le banquier, globalement, quand il a des investisseurs qui viennent, c'est pas des investisseurs comme toi, par exemple, Dorine. En tout cas, il y en a très peu des comme toi, tu vois? Ça va être les personnes qui Ouais, vont ouais. investir, dans les trucs, dans les Pinel, tu vois? Dans les trucs comme ça. Donc ça reste des investisseurs aussi beaucoup plus classiques. Donc c'est aussi un peu différent. En général, c'est aussi, plutôt des CSP+ qui vont faire ça. Donc qui ont un niveau de vie assez confortable. Ils vont peut-être mettre de l'apport, ils vont peut-être mettre donc au final, tu le dépasses pas forcément non plus ce taux-là. Et au final, si tu avais dû le dépasser, ça aurait été un problème dramatique ou si tu avais vraiment aimé un client parce qu'il avait un projet rentable, que tu avais vu, peut-être qu'il avait déjà fait un investissement qui s'était bien passé et donc il vient avec son deuxième, là il dépasse un peu, mais il a une épargne solide, il a toutes les contreparties, etc. Là, tu te serais battu en mode, OK, tu dépasses un peu ton taux d'endettement, il y a moyen parce que tu vas mettre, j'en sais rien, un peu plus d'apport aussi dans ton projet pour compenser. Bah, alors après, il y a toujours donc cette notion de risque, hein, de faire, le crédit immobilier. Donc il y a déjà la première analyse du banquier et puis après, tu as l'organisme de caution aussi, hein. Donc le prêt, il est toujours garanti finalement par une autre société. Ça veut dire que si, par exemple, toi, tu payes pas ton crédit, et ben, cet organisme va venir rembourser la banque à ta place. Et donc en fait, cet organisme de caution, il est là aussi pour donner son avis. Il a un avis un peu plus sur la question risque, et cetera. Il a des ratios, il va voir en fonction du projet, est-ce qu'il y a un risque vraiment que la personne ne rembourse pas? Donc, c'est vraiment plus le projet là qui va faire qu'on va pouvoir aller dépasser. Je sais qu'il y a aussi une notion qui est assez regardée, notamment par les organismes de caution. Ça va être quel encours tu vas avoir au total. Donc, la notion d'encours, c'est combien il te reste à rembourser sur l'ensemble de tes crédits. Et parfois, cette notion d'encours, elle peut paraître disproportionnée. Par exemple, un mec qui va gagner 2 000 € par mois et qui va commencer à être dans des encours à 700 000, 800 000 euros, c'est beaucoup. Tu vois, ça va paraître Ouais. un peu disproportionné. On va se dire, oh là là, même s'il a plusieurs logements, s'il y a des problèmes sur ces logements, son salaire ne suffira pas à couvrir les mensualités de crédit. Et là, pareil, tu ne rentres pas vraiment dans les cases dans la majorité des dossiers, donc ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'avis du banquier et puis il y a l'avis aussi professionnel de l'organisme de caution derrière qui va venir valider
appuyer l'avis du banquier. OK. Et si jamais on fait une hypothèque, par exemple, là, l'organisme de cautionnement, ne travaille pas, on est d'accord? Exactement, c'est à la place de cet organisme de caution. Alors en général, les banques, soit elles travaillent avec le Crédit Logement, Ouais, soit elles ont à avoir leur propre organisme de caution dans le groupe finalement, bancaire. Ça fonctionne globalement comme ça. ouais. Il y a très peu de banques qui vont te prendre une hypothèque en direct. Il y a un peu plus d'administratif, même pour le client. Déjà, il faut vraiment bien régler son crédit parce que sinon, tu as la saisie qui arrive très vite, hein. Là, c'est l'État, hein, donc là, il y a pas de discussion ou quoi que ce soit. Et il y a des frais aussi de mainlevée d'hypothèque, donc il y a pas forcément, que des avantages à faire une hypothèque. Le seul avantage, j'ai envie de dire, c'est que si tu trouves un conseiller ou un directeur d'agence qui est capable d'avoir ce pouvoir d'utiliser l'hypothèque, tu es assuré finalement d'avoir ton crédit. Puisqu'il y a pas Bah, ouais, vraiment cette notion d'avis, est-ce qu'on va sur le projet ou pas. On est sûr que si tu payes pas, de toute façon, on va te saisir ton bien, en fait. ouais. Donc, go, on y va. OK, OK. Mais je sais que notre premier immeuble, il était direct sous hypothèque parce que comme il y avait un local commercial à l'intérieur et que donc c'était pas 100 habitation, automatiquement on était passé en hypothèque. Mais ouais, ouais. Après les autres, on avait vu Crédit Logement et les autres organismes. OK, OK. Mais en tout cas, c'était génial. Peut-être qu'on va parler aussi un petit peu de toi, Sophie, ce que tu as fait en immobilier parce que Ouais, c'est vrai qu'on en a pas encore parlé. En tout cas, je pense que tu as été, hyper riche en conseils et je pense que tu as apporté beaucoup, beaucoup de valeur aux auditeurs. Et toi, Sophie, donc toi, tu as pas encore fait de locatif, même si c'est en projet, ouais. mais toi, tu t'es spécialisée en fait, sur, d'acheter une résidence principale, non pas avec le cœur, mais aussi avec la raison. C'est ça, c'est ça. En tout cas, je sais avec l'expérience que c'est ce qu'il faut faire et surtout, je vais raconter déjà mon parcours et je vais expliquer un peu ma vision. Moi, j'ai acheté mon premier bien immobilier à l'âge de 22 ans. Donc c'était un studio. J'y suis restée 5 ans. Je l'ai revendu par moi-même d'ailleurs, sans agent immobilier. J'ai acheté après un F3 avec mon conjoint. J'y suis restée 4 ans. Je l'ai revendu et j'ai fait une plus-value de 100 000 euros. Donc 100 000 euros en 4 ans, j'avoue que j'en suis assez fière. Et donc ça m'a permis d'acheter une maison, pas trop trop loin de Paris, et donc une maison confortable dans laquelle je me sens bien. Et ça, je trouve que c'est important aussi de souligner quand tu es propriétaire de ton chez-toi, c'est que tu peux faire les travaux que tu veux, tu peux investir aussi un peu mieux pour ton confort, parce que tu sais que c'est vraiment à toi. Voilà. Donc, au final, les années passent vite quand tu es dans un logement. Parfois, il y en a plein qui se disent: «Oui, mais je sais pas trop si je vais y rester ou pas. Peut-être que je vais bouger avec telle opportunité professionnelle», et en fait, 4, 5 ans, ça passe super vite, tu vois? Donc moi, je trouve en tout cas que de chercher à être propriétaire de sa résidence principale, c'est une bonne chose et ça peut vraiment être un tremplin pour la suite. Un tremplin financier, puisque rappelons-le quand même, quand on revend un bien en résidence principale, la plus-value n'est pas imposée. Donc ça, c'est quand même une super niche fiscale en France. Et puis un tremplin aussi parce que ben tu gagnes en expérience, tout simplement. Ouais. Tu vas voir un peu tout le processus d'achat, tu vas pas découvrir tout ça. Un notaire, enfin la première fois, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Tu vas faire un peu de travaux, donc tu vas gagner finalement un peu en expérience. Et puis, ben, ça veut dire que si ça te dit, tu peux aussi continuer pour moi vers les investissements locatifs, mais tu pars pas de zéro. Tu as déjà fait des crédits immobiliers, tu as déjà fait des travaux, tu as déjà fait des visites, etc. Et le fameux coup de cœur, où pour moi, il faut réussir à l'éviter, dans le sens où, ben, si tu vas au taquet de ton budget, que tu as le bien coup de cœur et au final que tu regardes même pas à quel prix du mètre carré tu achètes, c'est bête. C'est Bah, ouais. bête. Et tu te prives, si tu fais ça, tu te prives vraiment d'une future plus-value qui pourrait t'aider à aller vers d'autres projets. Ouais, ouais. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que si tu arrives à garder le cash de tes plus-values pour avoir cet apport, futur dans tes biens locatifs ou en contrepartie des futurs crédits IMO que tu vas négocier pour ton futur parc locatif, c'est trop bien. Mais effectivement, si avant d'acheter ta première résidence principale ou enfin, voilà, si tu es déjà dans cette logique un peu d'investissement où tu as une vision, où tu sais: «OK, je vais rester à peu près 5 ans dans ce bien-là. L'argent va me servir à faire ci, à faire ça». Mais en fait, déjà, c'est super, tu as cette vision-là et ton achat, tu vas pas le faire de la même façon. Tu vois? Tu vas vraiment chercher à le rentabiliser comme si c'était un investissement locatif un peu.
Et Ouais. moi, c'est ce que, en tout cas, j'essaye d'expliquer sur mon compte Insta et je pense qu'il y a des vraies stratégies à mettre en place pour avoir cette fameuse plus-value et pour que tu puisses te diriger après vers d'autres projets. C'est génial et en plus de ça, je sais pas ce que tu en penses parce que l'erreur que les gens qui veulent faire ça, en tout cas de faire une plus-value en résidence principale, au lieu de penser au bien pris au mètre carré et cetera, ils vont plutôt raisonner en: «Je pense que ce quartier-là, il est, porteur, pour le futur, donc j'investis là». Mais je trouve que c'est un peu léger. Ouais. Bah, disons que tu peux pas raisonner que comme ça. C'est un Bah, ouais, ensemble. c'est En fait, un par voilà, c'est ça. c'est un ensemble de facteurs qui va faire que tu vas réussir ou pas ton achat. Et le quartier qui se développe, ça dépend parce que ça peut prendre quand même, beaucoup plus longtemps. Moi, je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est plutôt s'il y a des projets, notamment les nouveaux transports. Alors ça fait bondir, le prix de l'immobilier. Tu sais à peu près vers quelle année, même s'il y a toujours du retard, vers quelle année ça va sortir. Plutôt miser, à mon avis, là-dessus. Mais le quartier qui se transforme, parfois, c'est un peu dur à sentir. Ouais, ouais, ouais et puis on n'a pas de boule de cristal et vaut mieux acheter à un très bon prix, parce qu'on a bien négocié, parce que le bien entre guillemets, «il avait du potentiel que les autres ne voyaient pas et que toi tu C'est l'as ça. vu» et là du coup tu fais une belle opération plutôt que d'acheter un bien coup de cœur, mais c'est dans un quartier porteur, donc c'est bon ça ira. C'est trop léger, on est d'accord. La bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat, de toute façon. Et Ouais. c'est ça, je pense que les gens aussi ont du mal à comprendre, c'est que quand tu achètes, faut déjà penser à la revente, alors Mais que tu oui. alors que tu y habites même pas. Mais faut vraiment se dire, tu vois, il y a un exemple con, mais admettons, tu visites un bien et ce bien, il a vue sur un cimetière. Bon, toi, ça te dérange pas, tu t'en fiches. Mais dis-toi que quand tu voudras le revendre, mais il y en a plein que ça va déranger. Donc ton Ouais. bien, en fait, juste par une caractéristique, fait que il aura du mal à prendre. Même si tu vas essayer de l'embellir et cetera, il y a des choses que tu peux changer et il y en a d'autres que tu ne peux pas. Ouais, Et il faut vraiment faire attention à ça. ouais et un cimetière, ça change rarement de place, hein, Bah oui, tu c'est vois, c'est c'est sûr, mais il y en a qui s'en c'est foutent. Il y en a vraiment qui s'en foutent ouais, et toi, si tu te dis: «Bah, je m'en fiche, c'est silencieux et cetera». Ouais, mais non, en fait, tu vois, il y en ouais. a plein que ça dérange et si tu as moins de personnes potentielles que tu peux, viser après, tu auras moins d'offres. Enfin, c'est mathématique, hein, tout simplement. Exactement. Non, mais trop bien. Bah, en tout cas, ça me parle parce que nous, en effet, la résidence principale là qu'on a achetée, après nos immeubles, on avait une logique d'investisseur, c'est-à-dire qu'on savait qu'on l'achetait en dessous du prix du marché, on savait qu'il y avait un potentiel de plus-value et en fait, ce qui est assez spécial, c'est que les travaux qu'on fait, on a toujours une logique de revente derrière, en fait. Bah oui. Enfin, tu vois, tu peux pas, si tu kiffes, je sais pas, les tapisseries avec des fleurs roses, tu vois? Bah, non, en fait, non, tu vois? Non, 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 au pire, tu t'achètes un cadre avec, des fleurs roses si tu aimes bien les fleurs roses et tu sais que le cadre, tu pourras l'enlever quand tu feras tes visites, de revente, quoi. C'est clair. Trop bien et donc les personnes qui t'ont bien aimé et qui ont envie de te suivre et voir comment tu gères justement tes résidences principales, je sais pas si tu as un projet en cours en plus en ce moment? Là, dans la résidence principale dans laquelle tu te trouves, tu y es bien et tu es en train de chercher la prochaine ou est-ce que tu es plutôt sur, ton projet d'investissement locatif maintenant? Projet d'investissement locatif, en fait, moi, ça fait des années, hein, que j'ai envie d'investir en locatif. La vie a fait que j'étais pas forcément, disposée mentalement pour le faire parce que j'ai eu pas mal de soucis pour avoir un enfant. Voilà, donc j'en parle aussi un petit peu sur mon compte et d'ailleurs, je trouve que, pour le coup, acheter une résidence principale quand tu es pas trop disposé mentalement, c'est faisable, tu vois? Alors que acheter dans le locatif, je me sentais pas de le faire, tu Ouais, vois? ouais, Parce ouais. qu'il y a quand même d'autres choses, il y a de la gestion, en fait, aussi derrière potentiellement et ça, je me sentais pas d'y aller. Puis parfois, quand tu investis en couple aussi, il faut aussi être sur sur les mêmes rails, sur la même vision, ajuster les timings. Donc moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans la résidence principale, c'est que tu peux plus faire des opérations, même quand ça va pas trop, quoi, on va dire. Tu vois, tu vois ce que je veux Ouais, ouais, dire ou ouais. pas? Mais moi, c'est ce que je veux vraiment dire à l'audience, c'est que ne rien faire, c'est le pire du Ah pire, mais quoi. oui, ouais. Rester locataire et rien faire, enfin, tu perds de l'argent tous les mois, tu t'en rends pas compte, en fait, c'est l'horreur. Donc si tu pas l'énergie de faire du locatif, fais de la RP et Bah, c'est commence, ça. «en douceur» entre guillemets, Bah, c'est ça. Puis, enfin, moi, ma vision, comme tu le disais, le principal, c'est de passer à l'action. Moi, ma vision et ce que j'essaye de dire, en tout cas sur mon compte Instagram, ce que j'essaye d'insuffler, c'est que go, passe à l'action, en fait. Deviens propriétaire, tu vas gagner finalement en sérénité financière, alors qu'il y en a plein qui ont l'impression qu'ils vont y perdre. Mais non, c'est pas ça, en fait. Tu construis
tu construis vraiment ton avenir. Il y a plein de stratégies. Bah, tu parlais du projet justement que je suis en train de mener. J'essaye en fait de créer un programme en ligne, une formation en ligne pour comment tu peux faire au mieux ton premier achat. Comment tu l'optimises, comment tu le rentabilises pour vraiment bien acheter et te faire des thunes. Mais ouais, mais tu sais que moi aussi, c'est marrant, j'avais réfléchi à une époque de faire un programme. On avait fait une revente de maison, des parents de Cyril, on avait revendu, leur maison et on avait optimisé la revente, un truc de dingue, on l'avait vendu beaucoup plus cher que ce que les agents IMO nous l'avaient estimé et on se dit: «Mais il faudrait aussi faire des formations de revente». Donc j'imagine que tu Bah conseilles oui, aussi à la revente pour optimiser la vente parce que les gens, ils sont bêtes, enfin bêtes, je suis désolée pour les gens, je veux pas les c'est pas bien de leur dire ça, mais ouais, je comprends ce des que fois tu veux les dire. gens, tu sais, ils boivent les paroles de l'agent IMO: «Ta maison, elle vaut tant, bon, bah, du coup, je la vends tant», mais je fais: «Mais en fait, non», tu vois? Faut que tu fasses ta propre étude de marché, que tu Mais analyses, c'est que tu tellement ça. réfléchisses à ton acheteur type, qu'est-ce qu'il a envie de voir dans ta maison? Qu'est-ce que tu mets en avant? Comment tu réorganises, tes meubles? Nous, on avait investi 2 000 €, les gens, ils me prenaient pour des dingues. On avait la maison des parents de Cyril à revendre. On avait investi 2 000 € de déco et de meubles, supplémentaires pour la revente et on l'a vendu 50 000 € plus cher que ce que les agents immo nous l'avaient dit. Bah oui, Et les gens ils disent: «Mais pourquoi tu mets 2 000 €, mais c'est bête et tout». Mais en fait, t'as pas compris, t'as pas compris. Les gens, ils achètent au coup de cœur. mais complètement. Juste parce que t'as mis des jolis coussins et un joli tapis, les gens, ils pensent qu'ils peuvent acheter ça 20 000 € plus cher, ça vaut 20 000 € plus Mais oui, pour les visiteurs et c'est la vie, c'est le mais oui. marketing, c'est la base. Enfin bref, donc j'imagine que tu dois apprendre tout ça et c'est génial que tu le fasses parce qu'il y a trop de gens qui sous-estiment tout ça, quoi. Ouais et puis, je trouve aussi que, tu sais, dans le monde de l'investissement locatif, la résidence principale, je trouve qu'elle est souvent décriée. C'est un peu, «Oh, c'est trop Ouais, nul, non mais c'est une je plaide stratégie de coupable. débutant». Toi aussi, tu te Non dis mais ça? je plaide coupable. Ben, en fait, tout dépend. C'est-à-dire que, c'est un chemin, enfin, le monde immobilier, pour moi, c'est un chemin. Donc il y a Oui, pas, et puis tout le monde n'a pas envie de devenir rentier ou bah ouais, c'est pas forcément une envie, mais tout le monde n'aura pas, l'énergie nécessaire ou ne feront pas les efforts nécessaires pour le devenir et c'est ouais, pas grave, en fait. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes objectifs dans la vie. Donc ouais, peut-être, tu vois, que, ce que tu proposes sur ton compte Insta, ça parlera pas à des personnes parce qu'ils vont se dire: «Mais attends, mais moi je suis incapable de faire ça». ouais, Ou au contraire, ça va les inspirer. Ils vont se dire: «Waouh, c'est génial, je veux faire ça». Ben, moi en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de, les Français de toute façon, ils ont un rêve, hein, c'est de devenir propriétaire de leur résidence principale. ouais, 90 des Français, ça va être ça. Donc moi, j'aimerais pouvoir les accompagner à ce qu'ils le fassent de façon intelligente et qu'ils n'achètent pas, le bien, 50 000 € au-dessus du prix du marché parce qu'il y a un beau tapis et des beaux rideaux. Non, c'est tu vois? ça, c'est exactement ça. Non mais c'est clair. Non mais trop, trop bien. Bah, du coup, donc les personnes qui veulent te suivre, c'est ton compte Insta, c'est Agis dans ta vie. Je Oui, vais mettre le lien dans la description. Il y a super. d'autres endroits où c'est vraiment ton réseau principal, C'est mon réseau principal. OK, bon bah, parfait. Bah, merci beaucoup Sophie, tu nous as appris plein de choses et c'est clair, la conclusion, c'est que au final, il faut passer à l'action parce que juste attendre, ça sert à rien. Donc au pire, si tu pas l'énergie de faire un immeuble, comme je vous le dis tout le temps dans le podcast, fais une RP, c'est toujours mieux que de rien faire et d'attendre, 10 ans avant de te lancer. Donc faut faire quelque chose. Exactement et c'est pour ça que mon compte Instagram, je l'ai appelé «Agis dans ta vie». Bah C'est ouais, bouge-toi, fais un trop truc. bien. Bah merci beaucoup Sophie, j'ai adoré ton énergie, je suis trop contente et merci beaucoup, d'être venue. Bah, merci à toi, merci énormément. Salut! Salut, à très vite.